17h30 à Djougou, dans l'Ituri, tout comme à Massissi et à Rutshuru. Nous sommes dans le Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Justement, au Nord Kivu, tout comme à Ituri, la mesure gouvernementale portant levée de l'état d'urgence et portant levée de couvre-feu n'est pas concernée. Par contre, toutes les autres provinces sont donc concernées. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Mouyaya Patrick Katembo, l'a dit hier, ça ne veut pas dire que c'est donc terminé pour la pandémie demeure. C'est vrai que le variant Omicron avec la Covid est derrière nous, mais tous les gestes et mesures barrières sont des strictes observances, dit Patrick Mouyaya. Bonne nouvelle, alors très bonne, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire avec la suspension de la grève. Une très bonne nouvelle, disais-je, pour les étudiants. Les compromis semblent être trouvés entre les bancs syndicales et le gouvernement de la République. Prenez rendez-vous donc dans quelques jours pour la paritaire, banc syndical et le gouvernement, en vue de pouvoir étudier de manière très technique les recommandations, mais aussi les revendications et établir un échéancier pour les résolutions. Principale revendication des professeurs d'université, bien évidemment, la revalorisation de leurs conditions salariales. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est ce jeu de bisbilles entre l'exécutif, par l'ensemble de l'exécutif. Je vais ici parler du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et les patrons de la centrale électorale, Denis Kadima. Nicolas Kazadi qui n'est pas du tout d'accord avec les chiffres et la sortie médiatique du patron de la centrale électorale. Pour Nicolas Kazadi, donc, le gouvernement a déjà versé en faveur de la CENI près de 37 millions de dollars américains. D'ailleurs, les derniers versements datent du 11 février 2022, donc ça fait exactement 4 jours aujourd'hui. Denis Kadima dit niet en tout cas. D'ailleurs, le gouvernement, via les ministres des Finances, accuse Denis Kadima de pouvoir surfacturer le montant en ce qui concerne l'octroi du charroi automobile pour les membres du bureau et de la plénière de l'Assemblée nationale. Une manière de demander à l'inspection générale des finances de pouvoir un peu ouvrir l'œil et le bon sur la gestion et les chiffres qu'avancent les patrons de la CENI. L'Union pour la démocratie et le progrès social, les partis présidentiels totalisent 40 ans. Aujourd'hui, ces partis, nés dans l'opposition, un certain 15 février 1982, l'UDPS, 37 ans dans l'opposition, 3 ans aux affaires. L'UDPS, comment est-ce qu'on quitte de l'opposition pour la gestion du l'UDPS aujourd'hui qui doit faire face aux prochaines élections à venir? Comment faire réélire son leader, le président Félix Tshisekedi? Mais d'abord, les premiers tests grandeur nature, c'est dans quelques jours, avec les élections dans 15 provinces à problème. Est-ce que l'Union sacrée ira en ordre dispersé ou l'Union sacrée, ça sera chacun pour soi et Dieu pour tous, notamment dans des provinces stratégiques comme le Congo central, ici à Kinshasa, peut-être à la Lualaba, très prochainement. Merci de votre fidélité. Qu'est-ce que c'est avec Patrick Yalé? Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Beaucoup d'éléments d'actualité ce matin. Absolument. Très bonne nouvelle avec la rentrée académique annoncée. Félicitations au ministre Mouindou qui a finalement su, je dirais, arrondir les ongles. On sait que c'est toujours délicat ce genre de négociations, mais bon, on ne peut que souhaiter que les recommandations et les résolutions qui ont été prises soient d'application dans un délai raisonnable. On dit il faut d'abord attendre la paritaire et d'une manière, comment on dit, il faut trouver l'échéance parce qu'on ne doit pas résoudre toutes les revendications au même moment. Si, il faudrait procéder par étapes, mais il ne faudrait pas qu'on le revienne encore pour qu'on nous dise que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. Ça sera fort dommageable. Il y a de ces domaines, il y a de ces secteurs sur lesquels je n'aime pas qu'on
qu'on avance avec, je dirais... En taponnant. Voilà, merci. Très bien. Allez, Yves Bouya, bonjour et bienvenue à vous, Yves Bouya. Bonjour, merci pour l'invitation, Serge. Allez, on va commencer par le Busky. Le confrère a pris cet aspect sur la suspension, pas la levée de la grève, c'est une suspension du côté du banc syndical. On attend la paritaire. L'accord a été trouvé in extremis le 3 février. On attend la paritaire pour examiner toutes ces revendications de manière à pouvoir produire de solutions. Vous prenez le déjeuner de la presse avec le Premier ministre hier? Ben oui, hein, c'est... D'abord, j'épouse ici à moitié les propos de Patrick sur la suspension de la grève au niveau de l'ESU. C'est quand même une très bonne chose. Les vrais problèmes restent le respect des engagements pris de part et d'autre. Ces engagements, la plupart... des fois ne sont pas respectés par les gouvernements. Quand les partis se mettent autour d'une table, les enseignants, les professeurs reprennent du service, vous trouvez par après que c'est l'exécutif, le gouvernement qui ne respecte pas. Donc là, ça endommage maintenant les étudiants qui sont en difficulté, qui ne savent plus comment étudier. Ça, c'est quand même trop grave. Mais ce qui est important, c'est que la grève a été levée. Maintenant, il faut poursuivre avec les conclusions de ce qu'ils ont levé comme stratégie pour ne pas mettre en péril cette année académique. Les petits déjeuners avec le Premier ministre, avec les premiers, moi, c'était très important. Vous savez que nous sortons des états généraux de la presse. Les premiers à renouveler cet engagement pris d'abord par les présidents de la République et d'abord aussi par les gouvernements pour que les résolutions de ces congrès puissent aussi être mises d'application. C'est toujours ça, les Congos, on prend des mesures, on prend des décisions, c'est des recommandations et par après qui ne sont pas du tout respectées. Mais le Premier ministre nous a rassurés, bien que moi je suis encore là dubitatif quant à l'exécution. Les contraires m'auraient étonné. Hein. Mais ouais, oui, je suis encore, c'est les seuls bémols que j'ai mis jusque-là. Oui. Je suis quand même dubitatif quant à l'exécution, mais donnons quand même les bénéfices du doute au président de la République, au gouvernement, parce que c'est pour l'intérêt de la corporation. Très bien, Kofi Olomide, il a si chanté, hein. Topé Satan attend, Topé Satan on attend. On le va voir, hein. Plaqué Kofi Olomide qui a été élevé au rang d'ambassadeur culturel de la rumba. Je le félicite et je pense que c'est une bonne chose. Ah oui, Topé Satan on attend. Plaqué Kofi Kokosa Miso. Non mais je ne commente pas les chansons. Merci beaucoup, allez, Joël Kadendanga, il est d'Impact News, il nous arrive depuis qu'on a commencé cette année, c'est vrai, il est déjà là sur ce plateau, mais pour moi c'est ma première fois de le recevoir sur ce plateau. Allez, avec beaucoup d'hommages, j'aimerais lui dire bonjour et bienvenue. Bonne année. Bonjour, bonne année. Heureux de vous retrouver, Serge KMB, depuis plus d'une année. Merci beaucoup. Vous m'ajoutez maintenant le nom de KMB. Kabongo. Bon, de toutes les façons, les effets de la KMB et Kabongo, c'est du bonnet blanc bonnet. Vous savez, on était le dimanche, une petite digression, à une conférence de presse avec la consoeur Anita Luamba. Et quand elle m'a vu, elle était toute furieuse et fâchée. Serge, tu viens de te marier, tu ne m'as pas dit. J'ai dit, ah bon, Anita, moi je viens de me marier ou bien je viens de me démarrer? Non, il y a un mois ici, on m'a dit tu venais de me marier. J'ai dit, non, moi ça fait 4 ans. 4 ans 4 ans de mariage. Et vous avez un garçon qui est après, à l'école? On a vérifié avec elle sur place, c'était plutôt Serge Kaimbe. Ah, vous vous rendez compte? En parlant de mariage, je salue. Donc, c'est juste pour vous dire que nous avons été au mariage de Serge Kaimbe il y a exactement un mois. Voilà. Il s'est marié. Est-ce qu'on peut revenir sur le déjeuner de la presse avec le Premier ministre hier? D'abord, c'était une bonne occasion pour le Premier ministre et certains membres de son gouvernement. J'ai vu des VPM, des militaires, tout comme des ministres et des vice-ministres échanger directement avec les professionnels des médias. C'est vraiment, comme le président Gabi Koubal l'a dit, que ce soit un cadre permanent d'échange. Et ça a permis quand même au Premier ministre de revenir sur les 15 piliers de son action gouvernementale. Il a vanté l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. On est revenu sur la question des zéro trous, mais aussi la question du barrage pour le mondial, Qatar à venir. Aussi, il a vanté quand même les élections, l'IGF, malgré les bisbilles entre l'IGF et la Mineta au portefeuille.
D'abord, il faut saluer cette initiative qui est la toute première depuis que la République démocratique du Congo existe. C'est la toute grande première lorsque un Premier ministre réunit les médias pour un échange cordial. Et j'ai aimé la manière dont ça a été opéré. Il s'est débarrassé de son discours qui avait été élaboré pour parler avec son cœur. Et je crois, comme Gabi l'a demandé, ça doit... Ces initiatives doivent être multipliées, comme vous avez toujours l'habitude de le dire. Mais tout ce que j'ai aimé, c'est la réalisation de grands piliers de son action, notamment la gratuité de l'enseignement primaire, tel que consacré par la Constitution en son article 43, où on parle que l'enseignement primaire, son champ d'application, la gratuité de l'enseignement, son champ d'application, c'est l'enseignement primaire, donc de l'école de primaire en 6e primaire. Et donc ça a été un pari gagné. Lorsqu'on parle de zéro trou, c'est une initiative qui a été prise pour pratiquement débarrasser les principales artères des embouteillages. Il faut décongestionner. Il faut décongestionner. Oui. Donc par le remblayage notamment des avenues secondaires. Et il est également revenu sur les préparatifs pour l'organisation des élections. En tout cas, le gouvernement s'est employé, a-t-il dit, chaque année à verser de l'argent à la centrale électorale, vous l'avez dit. On va en parler tout à l'heure. Cette question de la mutualisation d'efforts entre l'identification des électeurs, en même temps l'enrôlement et en même temps, on va en parler. Oui. Il a aussi vanté l'IGF, même si l'IGF aujourd'hui est... Non, en tout cas, le travail de l'IGF est à louer. Mais à un moment donné, vous savez, lorsque plus vous louez un enfant, lorsque plus vous faites la promotion de votre enfant, vous êtes plus intelligent, il prend un peu de zèle et il s'est envolé un peu en excès de zèle pour se croire président de la République en intimant des ordres à des ministres d'État, des ministres, alors qu'il s'agit là d'un service de l'État qui, par contre, doit accompagner le gouvernement plutôt que de se croire au-dessus. Mais sinon, le travail de l'IGF, il est à féliciter aujourd'hui. Si on peut acclamer au niveau de la DGI que l'on a atteint les assignations budgétaires, au niveau de la DGRAD, c'est quand même chaque responsable de l'État a un peu une peur au ventre dans la gestion de recettes de l'État. Mais ça n'a pas donné une bonne image avec la Mineta au portefeuille? Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous savez, c'est le mal. Mais peut-être que moi, ce que je trouve, c'est-à-dire qu'il a obtenu beaucoup de félicitations qu'à un moment donné, il a perdu la tête pour se croire, en tout cas au-dessus. Quand vous regardez la lettre que M. l'inspecteur général des finances, Jules Alinguet, a écrite au ministre d'État, ministre du portefeuille, vous allez croire qu'il s'agit là des ordres qu'il donne à son subalterne. D'un chef hiérarchique qui écrit à son subalterne. Oui, c'est ce que j'ai appelé personnellement du gangstérisme épistolaire. Parce que vous ne pouvez pas dire, je vous transmets, j'ai l'honneur de venir par la présente pour rappeler à votre autorité le rapport vous transmis pour disposition. Ça, c'est une lettre que l'on écrit à un subalterne pour que celui-ci s'exécute. Et dans la même lettre, il dit ceci à Adel Kaïnda, qui est fière de sa notabilité. C'est une princesse. Qui est fière de sa noblesse. Rapidement, on va aller... Oui, laissez-moi finir là. Et il dit quoi? Votre attitude témoigne, l'absence de décision par vous peut encourager, n'est-ce pas? L'impunité. L'impunité. Comment pouvez-vous écrire à une hiérarchie de cette manière? Quand on écrit à une hiérarchie, peut-être on peut dire, je vous transmets le rapport à toute fin utile. Alors il appartiendra à l'autorité de trouver. Or, l'approche au niveau du ministère du portefeuille, ça dépend aussi de la primature. Oui, même au niveau de la primature. L'approche, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on diffame ces personnes, ils vont en prison, ils obtiennent les libertés provisoires et l'argent volé, l'argent pillé n'est pas restitué. Mais l'approche au niveau du ministère du portefeuille, c'est demander que ces autorités qui ont pillé leurs entreprises
rembourse l'argent pillé. Et c'est cette approche qui est à encourager, parce qu'aujourd'hui nous avons les Bakonga qui sont en cavale, nous avons les Téni qui sont en liberté provisoire, vous avez l'ancien DG de OVD consorts qui sont en liberté. Est-ce que l'argent qui a été décrié ou réputé volé a-t-il été restitué à ces entreprises? Mais au niveau du portefeuille, on se bat pour que les mandataires qui ont été sanctionnés puissent également aussi bien subir la peine au niveau de la justice, mais que moralement et matériellement, ils restituent l'argent qu'ils ont détourné. Yves Bouya, plus rien ne va entre Denis Kadima et le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Alors, la CENI dit ne recevoir rien jusque-là, pendant que les patrons de finances disent autre chose. Déjà, dans le compte de la CENI, attendez, je vais prendre mon agenda parce que j'avais quand même eu le temps de suivre. La CENI, le gouvernement dit, au nom du ministre des Finances, avoir déjà déboursé 37 millions de dollars. Retenez bien les chiffres, Bouya, 37 millions de dollars pour le compte de la CENI. Je commence. Comment est faite cette répartition? D'abord, on dit, le 2 décembre, le gouvernement a déboursé 2,900 millions de francs congolais comme frais d'installation et fonctionnement de la nouvelle équipe. Et encore, deuxième décaissement, 21 milliards de francs congolais, soit 10 millions de dollars pour les salaires, apurement des salaires et employés de la CENI. Encore 4 millions de dollars, fonctionnement CENI, exercice budgétaire. Et le 11 février, c'est-à-dire il y a justement 4 jours, le gouvernement a déboursé 21,700 millions de dollars américains en termes de dotation des opérations électorales et fonctionnement. Ce qui fait, selon le ministre des Finances, un total de près de 37 millions de dollars déjà dans le code de la CENI. Qui de Kazadi, qui de Kadima dit vrai? Mais Serge Kabongo, pas plus tard qu'hier, sur ces mêmes plateaux, j'avais dit que les nerfs de la guerre pour ces élections serait l'argent. Je l'avais dit ici, que M. Kadima est dépourvu des moyens de sa politique. Il a pondu une feuille de route, et puis après, il doit nous pondre un calendrier. Là, après le calendrier, il sera en difficulté parce qu'il n'en a pas. Parce que quand il pond un calendrier, ça signifie qu'il a déjà les moyens de sa politique. Très bien. Maintenant, si vous suivez la ventilation de ces fonds, vous comprenez qu'il n'y a pas grand-chose qui a été défalqué pour le processus électoral proprement dit. Vous avez parlé de 2 900 000 frais d'installation et fonctionnement de la nouvelle équipe. 21 milliards, soit 10 millions pour l'appurement des salaires, 4 millions pour le fonctionnement de la CENI, exercice budgétaire, et le 11, on dit 21 700 000, dotation et opération électorale. Hormis les 21 millions, c'est je crois qui a été affecté pour le processus électoral, mais bien que c'est minime, ça ne représente absolument rien. Les restes des frais, c'est des frais de ménage. Ah oui. C'est des frais de ménage. Donc ça signifie quoi? Que la perspective 2023 posera problème. Vous avez suivi le Premier ministre hier. Le Premier ministre a dit que les budgets présentés par la CENI, des 640 millions par rapport à l'an passé qui était de 100 millions, la CENI, le Premier ministre demande à la CENI de donner au gouvernement un programme, un budget réaliste. Donc moi je trouve à ces stades des choses, les choses seront bloquées sur les problèmes d'argent. Il y a quand même des affirmations graves, je dis comme dans mes habitudes, je dirais gravissimes de la part du ministre des Finances quand il accuse le président de la CENI de pouvoir surfacturer les montants en ce qui concerne l'octroi de son charroi automobile. Bon écoutez, moi... De plus de 40 à 30, écoutez, 30%. Est-ce que c'est au ministre de le dire? C'est pas au ministre. La CENI est une institution d'après la démocratie qui fonctionne. S'il veut s'octroyer, avoir des véhicules, elle lance un appel d'offres. Il y a des gens qui viennent, il y a des soumissionnaires. Mais pourquoi c'est lui qui va dire ça? C'est pas au ministre de le dire. Donc c'est là où j'ai dit, ce monsieur Kazadi se comporte un peu comme Sélé à la Gouline. Ça, on doit éviter ça.
C'est un peu les Alinguetti bis aujourd'hui qu'on voit, comme l'a dit ici mon année Joël Cadet. Ces Alinguetti bis là, les Nicolas Kazadi, les Alinguetti lui-même, quand on te donne une passerelle des pouvoirs pour la gestion de la res publica, il faut bien faire les choses. Maintenant, quand lui dit, je comprends que... non, mais c'est lui qui gère les ressources. Non, mais c'est pas à lui. Il ne lui appartient pas. C'est pas à Nicolas Kazadi. La CENI est autonome. C'est autonome. Même les 21 millions là sur le processus, ça a été défalqué. Le 11, si vous comprenez bien, c'est après 3 ou 4 jours, après l'émission de Kadima avec nos confrères journalistes. Ça signifie que Serge Kabongo, c'est là où j'ai dit, nous devons avancer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le processus électoral. On ne peut pas nous dire à Kadima de nous donner des élections et sans rien nous lui donner. Ça serait grave. Dire à Kadima, on veut avoir des élections. Les élections, c'est les moyens, c'est l'argent. Mais moi, je comprends un peu la crainte de notre argentier national. Parce que c'est lui qui a les maigres moyens. C'est pas que les élections, c'est en soi pas une panacée. On ne va pas vider les caisses de l'État, cher Patrick. Il n'y a pas de l'argent où on a casé. C'est des ressources à mobiliser. Mais vous venez avec un budget extravagant. Lui, il n'a rien. Voilà pourquoi il dit... Il faut quand même, le Premier ministre est revenu sur ça, c'est le côté où je vais réserver pour Joël Cadet, sur la mutualisation des opérations, identification, enrôlement des électeurs, mais aussi tout ce qui concerne comme renseignement. 1 600 000 $ déjà qu'on avait disponibilisé pour l'octroi du Charrois. Ben, Denis Kadima dit que non, nous ne voulons pas de ces genres de véhicules, il faut encore des véhicules au-delà d'1 600 000. Est-ce que Denis Kadima et la CENI comprennent que les temps sont durs? Je tiens à signaler d'abord qu'il est rare que je sois d'accord avec Bouya. Mais pour une première fois, oui. Je pense qu'après... Après la Saint-Valentin. Je crois que la Saint-Valentin... Pour une fois, je partage assez totalement ce qu'a dit Bouya. C'est surprenant. Donc c'est Bouya qui vous a rejoint dans les bons. Bien, c'est vous qui avez rejoint Bouya. Peu importe. Allez-y. J'ai eu l'impression que le ministre Kazadi a justement voulu noyer le poisson. Parce que tout commence par la feuille de route. Voilà. Où M. Kadima met en évidence les difficultés. Et dans les difficultés liées au gouvernement, il y en a deux. Il y a la difficulté des textes, parce qu'à ce jour, il n'y a pas une loi électorale. On ne sait pas si on ira aux élections avec le 1 tour, le 2 tours, le seuil, là. On ne sait pas. Alors que c'est le socle même. La première difficulté qu'il a mis en évidence. La deuxième difficulté qu'il a mis en évidence, c'est les sous. Il parle des contraintes. Souvenez-vous qu'on nous avait pondu un communiqué nous disant qu'on avait octroyé à la CENI 100 millions de $. Oui. Je me souviens... Aussitôt Kadima investi. Hein. Aussitôt Kadima investi. Oui. Les interrogations ont commencé à fuser. Mais M. Kadima a disposé selon la loi. Parce que la loi dit que la CENI est indépendante et autonome. Et quand on dit autonome, ça veut dire qu'aucune institution ne peut servir d'ordonnateur de poste à la CENI. Ça n'existe pas, selon la loi. Okay. On nous a dit qu'on a octroyé 100 millions. On s'est interrogé, mais que faisait la CENI pour démarrer les opérations? Oui. On parle des opérations. Voyez, souvenez-vous. On ne parle pas du fonctionnement. On ne parle pas du fonctionnement. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et M. Kadima a été clair. Il a dit qu'il n'a pas vu un rond en ce qui concerne les frais pour les opérations. Ce qui est différent d'autres rubriques. Encore que, si on fait la sommation, on est loin des 100 millions prétendument accordés à la CENI, qui doit, elle, gérer cet argent de façon autonome. Et il reviendra aux institutions habilitées, l'IGF, pouvoir auditer la CENI et la Cour de compte, au moment venu, de auditer la CENI. Il ne revient pas au ministre de Finances de gérer l'argent de la CENI comme un père de famille gérerait l'argent d'un mineur. Ça va toucher à son indépendance? À son autonomie. Maintenant, pour un peu, je dirais, créer une espèce
de confusion qui n'est pas très élégant de la part du ministre des Finances, alors que je lui reconnaissais une certaine forme d'élégance. Il expose un dossier, apparemment, je dirais, pas une affaire d'État, mais un dossier apparemment, je dirais, secret. Il expose ça pour mettre à mal M. Kadima. Cette affaire des charrois automobiles. Cette affaire de charrois automobiles. Là où il dit que la CENI aurait demandé des véhicules allant jusqu'à 30-40 fois leur valeur. Moi, j'ai eu appelé. D'abord, si on s'arrête là. C'est-à-dire que la CENI a demandé, pour un véhicule qui peut coûter 50 000 $, la CENI a demandé, si on fait le calcul de 30 à 40 fois, qu'on lui donne 5 millions, 6 millions pour un véhicule. Voyez-vous que même quand il a voulu mettre en main la CENI, dans ce qu'il a voulu présenter comme quelque chose de malsain, il a très mal ficelé cela. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Si on se pose la question, on se pose les bonnes questions. La CENI a-t-elle eu les véhicules? On apprend que oui. Par quel mécanisme? Parce qu'il appartient à la CENI et à la CENI seule de passer les appels d'offres. Parce que c'est un marché. Et qui dit marché, dit bénéfice. Peut-on savoir qui a été soumissionnaire à cet appel d'offres des véhicules dotés à la CENI? Ce n'est pas le gouvernement via... Attendez. Pour le compte du gouvernement, je crois que c'est le ministère de l'ITPIR qui fait... Hein? Oui, Travaux publics et Travaux publics, oui. Le gouvernement doit faire à la place de la CENI. Maintenant, si on joue un peu notre rôle de journaliste d'investigation, on apprendra des choses. Moi, je ne suis pas chargé d'investigation. J'appelle aux amis. Parce que moi, je n'aime pas mélanger les pinceaux. Mais j'ai les informations. Mais j'aimerais que les journalistes d'investigation ouvrent l'œil et le bon. Et ils viendront ici nous dire que dans ce que le ministre des Finances a dit, il y a beaucoup plus de pipeaux que de vrais. Très bien. Non, écoutez, comme Patrick l'a dit, excusez-moi. C'est Joël qui a dit la parole. C'est notre grand frère. Non, il ne faut pas ça. C'est la grâce que nous avons d'être restés ces jeunes frères. Donc, ce que Patrick venait de dire là, pour l'octroi du charroi automobile à la CENI, d'après certaines indiscrétions, il n'y a pas eu appel d'offres. Ces véhicules seraient passés, venus, les marchés est passé. Hein? Aurait été conclu. Oui. Donc c'était un marché de gré à gré, aurait été conclu entre, je l'ai dit, nous menons nos investigations, entre les ministres et son poche. Le ministre des Finances. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ça, je l'ai dit au Ah non, c'est lui qui achète pour les membres de la CENI. Je l'ai dit jusque-là, c'est des investigations que nous sommes en train de mener. Oui. C'est lui qui aurait facilité cela. C'est lui qui aurait facilité l'achat de ces véhicules. Donc maintenant, pour acheter même des papiers pour la CENI, c'est le ministre des Finances qui achète. C'est lui qui aurait facilité l'achat de ces véhicules. Est-ce que vous êtes d'avis, parce que les débats aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit, vous étiez là avec moi dans la salle, le Salon Congo du Grand Hôtel, la mutualisation, c'est maintenant le concept, hein. Quel est le terme très approprié? On dit c'est l'identification. J'avais noté quelque part, je ne sais pas, avec mes yeux là, ça pose un problème. Identification scientifique, enrôlement des électeurs, avoir un fichier de l'état civil. Alors, Nicolas Kazadi dit qu'on peut avoir toutes ces opérations au même moment et ça ne va pas impacter. Ça, c'est selon lui. Mais c'est un peu en contradiction avec ce qu'est les présidents de la centrale électorale. Alors, qui a la bonne information? Qui a l'information technique? Et à la fin, j'ai suivi le ministre Lagenté, il dit, bon, on peut avancer avec les 3 opérations au même moment. Si on trouve que ça peut impacter sur le processus et le calendrier, on va abandonner les 2 opérations et continuer avec l'enrôlement des électeurs. Ça, c'est ce qu'il a dit. J'ai encore l'audio de nos confrères du Top Congo. Oui, non, laissez-moi un peu revenir sur le comportement à Linguetti que veut emprunter monsieur le ministre. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, les frais de Tenafec aux prestataires, pour lequel le Jules Alinguetti a fait du bruit, ça n'a jamais été décaissé ni payé aux prestataires. Mais ça va vous rattraper encore parce qu'il y aura parce que maintenant, la dissertation, c'est dans quelques jours. Voilà. La dissertation, c'est dans quelques jours. On va demander aux mêmes prestataires de conduire les enfants à la dissertation qui ne sont pas payés depuis l'année passée. Et on a fait du bruit dans ce pays. J'étais du discrédit sur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, jusqu'à dire qu'il a détourné alors que l'argent n'a jamais été décaissé jusqu'à ce jour. C'est là où nous disons que chacun revienne un peu dans son rôle. Nous avons un porte-parole du gouvernement très efficace.
un journaliste de talent et qui sait communiquer. Pourquoi Kazadi ne peut pas se confier à son collègue Patrick Mouyaya s'il y a des choses à sortir? Bon, peut-être dans la plupart des cas de nos responsables, ils n'écoutent pas leur conseil en communication. Vous avez Anissé, qui est un professionnel, un enseignant de la communication et de la presse. Pourquoi il ne peut pas se soumettre à ces conseils pour sortir et dire? Parce que là, ça pose un problème. Vous savez, l'identification dans le cadre du plan de la balkanisation de notre pays, il a été mis à côté l'identification ou le recensement de la population congolaise. Comment peut-on développer un pays si vous ne connaissez pas, vous êtes à combien, pour répartir, n'est-ce pas, les richesses du pays, que chacun puisse se retrouver. Et même dans le cadre des 145 territoires, le programme lancé par le président de la République pour le développement à la base. Mais comment saurions-nous orienter que non? Dans la province du Sankourou, il y a tel besoin, tel besoin, tel besoin, et il y a autant des citoyens congolais qui sont là pour que l'argent soit réparti, au lieu qu'on dise, c'est comme dans la construction de 200 écoles, j'ai appris qu'on met le même montant au Kasaï, où le ciment coûte 50 $, le même montant dans la province de Kinshasa où le ciment coûte 10 $. Donc il faudrait que l'on puisse répartir proportionnellement aux besoins. C'est là où nous disons que le recensement ou l'identification de la population paraissent beaucoup plus des préalables pour aller aux élections. Parce que lorsque vous avez un fichier de l'état civil, on n'a pas besoin de recourir chaque année à l'enrôlement des électeurs. Donc nous pourrions aller avec les mêmes opérations. Et j'ai aimé ce que le Premier ministre a dit hier, qu'on peut mutualiser, au lieu que l'on puisse passer par l'enrôlement. Parce que dans les 6 mois, on peut identifier tout le monde, les nouvelles technologies de l'information et de la communication étant évoluées. Donc on peut procéder au recensement dans moins de 6 mois. On a renouvelé depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Chacun dispose de sa carte d'électeur et on sait aller à l'état civil pour dire qui sont en mesure, qui peuvent être électeurs ou éligibles. Donc ça sera beaucoup plus facile. C'est ainsi que j'emboîte le pas au Premier ministre pour qu'on donne les moyens à l'ONIP pour organiser le recensement. Il y a l'INES qui devrait faire un travail très important. Il y a aussi l'ONIP, mais la CENI. Alors, il faut sortir l'argent, donner à toutes ces structures-là, ou bien une seule, non, avec la mutualisation. Parce que le Premier ministre a ouï dire, ce que j'ai compris hier, il ne faudrait pas que le travail de la CENI puisse handicaper celui de l'INES, moins encore celui de l'ONIP. Toutes les structures doivent travailler. Non, mais tous ont le budget. Il ne faudrait pas qu'on parle ici comme si on faisait une marche à vue. Il y a un budget. Et le budget qui a été voté au Parlement, promulgué par le chef de l'État, a déjà réservé un budget à chacun des services. Ce n'est pas comme hier où on n'atteignait pas les assignations budgétaires. Mais aujourd'hui, on est en dépassement. Oui. Et pour la première fois, l'année passée, on est revenu à l'Assemblée nationale, au Parlement, non pas pour réduire le budget, mais pour voter au-delà. Donc c'est une prouesse. Mais parce que nous avons les régies financières, donnent l'argent tel qu'est prévu dans le budget, je crois que qu'il s'agisse de l'INES, qu'il s'agisse de l'ONIP ou de la CENI, chaque structure a les moyens qui ont été prévus par l'autorité budgétaire pour agir dans ses attributions, dans ses compétences. Merci. Et à ce niveau-là, je ne vois pas Kazadi venir pour crier à haut et peut-être finalement demander pardon comme Alinguet l'a fait vis-à-vis de Mme Adel Kaïnda. Et puis, Serge, généralement, comment ça se passe? Oui. Le ministre de Finances, quand il a l'argent, il établit un échéancier, c'est-à-dire une périodicité. Après chaque mensuel, trimestriel, semestriel, où il provisionne les institutions. Il ne peut pas tenir l'argent et quand la CENI, l'ONIP ou d'autres institutions ont des besoins, non, on l'appelle, oh, on a besoin d'acheter ceci. Ah, c'est combien? Autant. Bon, non, c'est cher, cherchez autre chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le ministre dispose de l'argent, il établit une périodicité. C'est-à-dire chaque mois, vous aurez autant. Et c'est à vous, selon les besoins préétablis, je dis bien préétabli, de disposer.
Mais aussi. Il y a une question qui me traverse là. Parlons de la mutualisation de ces opérations. Je sais qu'en ce qui concerne, par exemple, les problèmes liés, Patrick Yalé, à l'INES, même si on n'arrive pas à avoir ces recensements à temps ou, je ne sais pas moi, il n'y a pas une période pour ça, ça ne poserait pas de problème autant que ça pourrait l'être avec les dossiers, par exemple, des élections, si on ne sait pas les faire dans les délais. Non, mais l'organisation des élections dans le délai, vous avez dit au début ici que ce n'était pas une panacée. Non, on ne peut pas se donner le luxe de ne pas organiser les élections dans le délai. Merci Patrick. Allez, on va prendre les derniers thèmes de l'émission, madame, monsieur. Et il faudrait que les responsabilités soient établies maintenant. Très bien, vous avez tout dit. Hein. Allez, Joël Cadet, vous ouvrez les balles pour ces derniers, troisième thème de l'émission. Justement, l'IDPS qui a 40 ans aujourd'hui, patrimoine national. Pourquoi l'IDPS? Parce que l'IDPS, vous le savez, a été créé, lancé un certain 15 février 82. Je n'étais pas encore né, vous le savez. Ça, c'est grave. Joël Cadet, 40 ans, ça s'est fait, hein, avant même, aujourd'hui, des revenus sur les passages de l'UDPS, dès l'opposition, on dit la fille aînée, dès l'opposition, jusqu'à aujourd'hui. 37 ans au pouvoir, si je peux répartir les 40 ans, 37 ans au pouvoir, et 37 ans dans l'opposition, 3 ans aux affaires. Merci. Moi, heureusement, j'étais déjà né, parce que je vais célébrer mon anniversaire le dimanche prochain. Et il faut reconnaître qu'il y a eu 3 générations au niveau de l'UDPS. La première génération, c'est celle qu'on appelle des pionniers, ou plus le 13 parlementaires. Et là, c'était des cadres qui ont réfléchi. De Corneille Moulumba. Non, Corneille, c'est un pionnier. Il y a eu les 13 parlementaires que l'on peut considérer comme fondateurs de l'UDPS. Rapidement, qui ont commencé, oui, j'y vais très vite. Et donc, cette génération-là, pratiquement tous sont partis. Il en reste quelques têtes. Paul Capital, Osangangele, l'autre de Bandon de Don, j'ai oublié le nom. Et la deuxième génération, c'est la génération de 1900. Mwakem, il est déjà aussi parti. La deuxième génération, c'est celle de 1990, où l'UDPS quitte la clandestinité pour être officiellement un mouvement politique, reconnu. Un parti politique reconnu officiellement. Et la troisième génération, c'est cette génération. Et vous allez voir que pendant toute cette période-là, les cadres étaient en train de partir pour des querelles à l'interne. Les débauchages de Mobutu aussi. Les débauchages, ainsi de suite, la souffrance, la pauvreté qui leur a été imposée. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, les gens qui ont perdu leurs membres de famille, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons cette nouvelle génération qui s'est... L'UDPS arrive au pouvoir par la lutte ou bien par des combines, comme les gens le disent? L'UDPS est arrivé au pouvoir. Il y a un pays, une partie lutte, il y a un pays, une partie combine. Non, il y a principalement la partie lutte. Oui. La partie lutte, parce que vous allez vous rappeler que vous avez vécu au moins ça, qu'il y a eu des gens qui ont été calcinés au siège de l'UDPS. Il y a eu des gens qui ont perdu les yeux. Et à l'époque, on a accusé Denis Kambaye, hein? On a accusé à tort ou à raison. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Oui. Alors, et cette génération sous les arbres qu'on appelle parlementaires debout, en tout cas, c'est tout le monde victime pratiquement de la lutte de l'UDPS, victime également de la dictature qui a été instaurée dans ce pays et qui sont restés et qui commencent pratiquement à donner l'image de l'UDPS, mais qui n'est pas réellement l'UDPS. Est-ce que pendant 37 ans, on avait préparé les cadres à la gestion? Quelle est cette gestion de l'UDPS que nous voyons aujourd'hui? Ce n'est pas une gestion 100% UDPS, mais prenons les 10% dans les 100% et faisons de ces 10% de l'UDPS les 100% de la gestion UDPS. Est-ce que c'est une gestion qui a été préparée? Quand vous voyez les cadres de l'UDPS aux affaires, aux entreprises publiques, au gouvernement. Vous terminez par là. Oui, je peux aller par quelques ministres venus de l'UDPS alliés. Je prends le premier pour ne pas parler de Tony Mwaba. Je prends le ministre aux hydrocarbures. Aujourd'hui, l'Angola prenait pratiquement tout l'argent de l'exploitation pétrolière dans le littoral ouest. Mais aujourd'hui, avec cette gestion de Didier Boudimbo, pour ne pas le citer, est-ce qu'il n'y a pas lieu de saluer la gestion UDPS? Et Teni Longondo? Et Teni Longondo, il a eu quand même à bien gérer, quoique il soit poursuivi pour détournement. Mais comment on a fait partie de tous ces gens de l'IDPS une année après, c'est-à-dire qu'ils avaient mal géré? Mais maintenant, le vrai problème, ce sont ceux qui se réclament de la diaspora, qui n'avaient aucune idée sur les réalités du terrain. Merci beaucoup. Et ce sont ceux que l'on appelle de l'UDPS, qui sont tout autour du chef de l'État, qui sont en train pratiquement de dégringoler
le bilan ou le programme du président. 40 ans après, il ne faut pas non plus oublier que l'accession de l'UDPS au pouvoir, quelque part, c'est la base qui est restée un peu, comme on dit, la pyramide inversée. Donc c'est parti des cadres, un parti des cadres en 1982 au parti des masses. Donc la pyramide a été totalement renversée, ce qui fait que ça pose problème sur la socialisation, la formation des cadres qui doivent assumer. C'est comme s'il n'y a pas eu